Bonjour et bienvenue. Alors imaginez un instant un système fiscal où le fait d'être résident ne dépend plus de l'interprétation, parfois un peu floue, d'un agent, mais d'une simple formule mathématique. C'est exactement la promesse de la grande réforme fiscale qui arrive en Israël en 2025. On passe du flou à la clarté. On va décortiquer ensemble ce que ce changement, qui est quand même assez radical, va impliquer. La question qui a toujours tout compliqué, c'était: est-on, oui ou non, résident fiscal en Israël? Jusqu'à maintenant, la réponse était souvent: eh bien, ça dépend. Cette réforme, elle, promet de mettre un point final à ce véritable casse-tête. L'idée, c'est d'avoir enfin une réponse claire, nette et précise. Mais pour bien comprendre la nouveauté, il faut d'abord jeter un œil à ce qu'on laisse derrière nous. Plongeons un instant dans le système actuel, un vrai dédale de règles où l'interprétation était reine et la certitude une denrée plutôt rare. Au cœur de ce labyrinthe, on trouve ce fameux critère du centre des intérêts vitaux, ou Merkaz HaHaim. L'idée, c'était d'évaluer où se trouve le vrai cœur de la vie de quelqu'un, en regardant ses liens avec le pays, la famille, les amis, le travail, les investissements. Le problème, c'est que c'est un critère qualitatif, complètement subjectif. Et donc, par nature, c'est une source quasi inépuisable de débats et de conflits avec l'administration fiscale. Ce qui nous amène directement au gros défaut de ce système. Comme le test est subjectif, ça crée une énorme insécurité juridique. Les contribuables ne savent jamais vraiment sur quel pied danser. Et bien sûr, ça se termine souvent en litige. Mais le vrai problème, il est là. Les présomptions étaient réfutables. En clair, ça veut dire que même si on respectait à la lettre le nombre de jours de présence, tout pouvait être remis en question par l'administration. La seule certitude, finalement, c'était l'incertitude. Et c'est justement tout ça que la réforme de 2025 vient balayer. On assiste à un changement complet de philosophie, on laisse tomber l'interprétation et on se tourne vers le calcul pur et simple. Le changement de paradigme est total. On passe du subjectif à l'objectif, de l'interprétation au calcul. Le but, c'est de remplacer les disputes par de la sécurité juridique. Et la clé de tout ça, c'est que les nouvelles présomptions, elles, deviennent irréfractables, c'est-à-dire indiscutables. Une fois le calcul fait, le débat est clos. Point final. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Comment va-t-on calculer ce statut de résident de manière objective? La réponse tient dans une formule assez innovante, celle des jours de présence pondérés. L'idée, elle est plutôt maligne. Au lieu de regarder une seule année de manière isolée, le calcul des jours pondérés va analyser la présence sur une période beaucoup plus longue. Le but, c'est de dégager une tendance de fond. Comme ça, un séjour qui serait exceptionnellement long ou court une année donnée aura beaucoup moins d'impact. C'est une approche qui se veut plus juste, plus représentative d'un mode de vie. Et voici la mécanique exacte de ce calcul. Chaque jour passé en Israël pendant l'année en cours compte pour 1. Facile. Mais l'influence des autres années diminue. Les jours de l'année d'avant et de l'année d'après comptent pour 1/3, et ceux d'il y a 2 ans ou de dans 2 ans pour 1/6. C'est cette pondération qui permet de lisser les choses et de voir une vraie tendance. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret. Imaginons une personne qui est présente 100 jours en 2025. On ajoute à ça 40 jours pondérés pour sa présence de 2024 et encore 25 jours pour 2023. Au total, pour 2025, on arrive à 165 jours pondérés. Et c'est ce chiffre-là, 165, qui sera déterminant, pas les 100 jours de présence réelle. Ok, maintenant qu'on sait calculer ce fameux total de jours pondérés, voyons comment la loi l'utilise pour décider de manière indiscutable du statut fiscal de chacun. Voici les nouvelles règles du jeu. On sera automatiquement considéré résident fiscal israélien dans 2 cas. Premier cas, si on passe plus de 75 jours dans l'année et que le total pondéré dépasse 183 jours. Deuxième cas, qui est lié au conjoint, si on passe plus de 30 jours que le total pondéré dépasse 140 et que le conjoint est lui-même résident. C'est bilaire, c'est carré, il n'y a plus de place à l'interprétation. Et ce qui est une excellente nouvelle pour la sécurité juridique, c'est que la loi fonctionne dans les deux sens. On sera automatiquement considéré non résident si on passe 74 jours ou moins et que le total pondéré est de 110 jours ou moins. Il y a aussi une condition pour les couples. Cette symétrie dans les règles, c'est vraiment ce qui amène la clarté qu'on attendait depuis si longtemps. Mais alors qu'on pense avoir enfin atteint une clarté absolue, un paradoxe vient un peu tout compliquer. L'objectif de simplicité de la loi se heurte en fait à la réalité du droit fiscal international. Le problème, c'est celui-ci. À cause de ce nouveau calcul, une personne pourrait être considérée comme résidente fiscale en Israël, tout en l'étant aussi dans un autre pays, selon les lois de cet autre pays. C'est ce qu'on appelle la double résidence. Et dans ce cas, pour trancher et désigner un seul pays de résidence, ce sont les conventions fiscales internationales qui prennent le dessus. Et c'est là que réside toute l'ironie, qui est d'ailleurs parfaitement résumée ici.
Pour départager les deux pays, les conventions fiscales utilisent des critères qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à l'ancien test du centre des intérêts vitaux. On y retrouve le foyer d'habitation, les liens personnels, les liens économiques, bref, toute la subjectivité qu'on a chassée par la grande porte risque de revenir par la petite fenêtre des traités internationaux. Alors, face à cette réforme quand même assez complexe, que faire? La stratégie de l'autruche, attendre et voir, n'est vraiment pas la meilleure. L'anticipation, c'est le maître mot. Voyons concrètement comment s'y préparer. La méthode est simple et se déroule en 3 temps. D'abord, il faut analyser. Ça veut dire ressortir les agendas, les passeports et compter les jours de présence passés et futurs. Ensuite, il faut simuler. On applique la nouvelle formule à sa propre situation pour voir où on atterrit. Et enfin, il faut agir. Si nécessaire, on ajuste ses plans de voyage ou même sa structure patrimoniale pour éviter toute mauvaise surprise. La clé, c'est vraiment de prendre les devants. Pour conclure, cette réforme apporte, c'est indéniable, une dose massive de clarté et de prévisibilité. Le passage à un système objectif, c'est une avancée. Mais elle soulève une question de fond. Cette clarté mathématique, qui pourrait paradoxalement ramener de la subjectivité via les conventions fiscales, est-ce qu'elle ne se fait pas un peu au détriment de la nuance et de la prise en compte des situations de vie réelles et complexes? C'est une réflexion à avoir pour toute personne qui a des liens avec Israël. Merci de nous avoir suivis.